ce webinaire. On va commencer l'enregistrement. On est on time. Il est 11h03. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce webinaire va être enregistré. Ça vous permettra de l'avoir et de le revisionner éventuellement. Je me présente. Je suis Fabrice Collat, Enterprise System Ingénieur chez Vim sur le secteur public. Je suis accompagné pour cette session de mon ami et collègue David, que je vais laisser se présenter. Je suis aussi système ingénieur principal chez Vim, mais plutôt me concernant sur le secteur privé. Aujourd'hui, dans ce webinaire, ce qu'on va chercher à vous montrer, c'est tout le monde sur le marché cherche deux choses, à réduire le risque et réduire le temps de récupération lorsqu'on peut rencontrer des problèmes. Donc, pendant ce webinaire, nous allons vous montrer ce qui évolue concrètement dans Vim pour atteindre ces deux objectifs au travers de 4 sujets. Comment on renforce le socle, comment on détecte plus tôt, comment on restaure plus propre et plus vite, mais surtout plus propre, et comment on pilote tout ça au quotidien avec les outils. On gardera aussi quelques minutes à la fin pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous êtes en mute, mais posez les questions dans le chat et nous, on surveille et on y répondra soit au fil de l'eau, soit enfin en fonction du nombre de questions qui pourront être posées. Première question, est-ce que vous nous entendez bien? C'est juste une personne qui répond dans le chat, qu'on soit sûr que vous nous entendiez correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avant d'entrer dans les nouveautés, on va poser le décor. Quel environnement et quel workload on vise. Quand on parle sécurité, résilience, on parle d'environnement très hétérogène. Du physique, il y en a encore. Du virtuel, il y en a beaucoup. Du cloud, de plus en plus. La donnée non structurée, et là, la croissance est un faible mot. C'est exponentiel, la croissance de la donnée non structurée. Et puis, en plus de ça, on rajoute beaucoup d'applications, de databases. Donc, l'objectif, ce n'est pas juste protéger tous ces workloads, mais c'est d'avoir une approche cohérente et qui marche sur tout, partout, et y compris, surtout, quand il y a un incident. C'est là où on va vraiment avoir besoin de ça. Et pour avoir cette cohérence, il faut une donnée de confiance. Il faut qu'on ait confiance à sa donnée, qu'on soit certain qu'elle est récupérable. Donc, Vim permet d'avoir une IA de confiance en s'assurant que la donnée est comprise, sécurisée, accessible au bon moment et résiliente et donc restaurable. Si la donnée elle n'est pas fiable, pas protégée, pas récupérable, tout devient fragile. L'exploitation, la conformité, la capacité à répondre à un incident. Et maintenant, comment ça se traduit concrètement dans la plateforme Vim Data Platform? On traduit ça par 3 gros piliers. Au travers de ces 3 gros piliers, on vise à réduire le risque et le temps de récupération. Sur Vim V13, on s'appuie sur ces 3 gros piliers qui sont la sécurité. Donc, c'est la sécurité par conception avec la Vim Software Appliance, un SOC préconfiguré et durci avec des accès renforcés au travers du airbag. Donc, on va pouvoir jouer sur les privilèges qu'on va donner dans la plateforme et identifier et centraliser via du SSO SAML. Donc, on protège mieux et on prouve plus facilement. Et sur cette Vim Software Appliance, c'est quelque chose qui est nouveau chez Vim, qui est sorti en novembre, puisqu'au préalable, on était full Windows. Là, on a introduit cette Vim Software Appliance, qui est une plateforme Linux complètement durcie. Après, le second pilier, c'est la résilience, la haute disponibilité des services de sauvegarde. On faisait déjà beaucoup chez Vim auparavant, mais dans cette nouvelle Vim Data Platform V13, on a apporté de la haute dispo des serveurs VBR. Donc, on est capable d'avoir de la haute dispo sur les services de sauvegarde, chose avant où on avait un petit temps
un petit temps avant de récupérer. Et là, on a vraiment de la haute disposition, de la haute dispo du achat tel qu'on peut en parler. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une récupération accélérée quand il faut relancer la production. Et côté opération, ce qui est arrivé avec la V13, c'est une Web UI, donc une interface web nouvellement arrivée, et c'est une grosse évolution. Une énorme bonne nouvelle. Et un updater aussi, pour rester à jour très facilement et très simplement. Dans la Vim Software Appliance, dans la partie dont j'ai parlé précédemment, sur la partie sécurité, on a un updater où on va mettre à jour la partie, le moteur de Vim qu'on pouvait connaître auparavant sur Windows, mais aussi l'OS, c'est une Vim Software Appliance, donc une appliance software, et on est responsable du backup, mais aussi de l'OS sur lequel ça repose. Donc, ça repose sur un Rocky Linux. Donc, quand il y aura des correctifs, des évolutions, c'est Vim qui fournira au travers de cet updater la nouvelle distrib, les patchs, les CVE, parce que oui, on ne va pas se cacher, il y en a de temps en temps, et sur la partie OS, mais sur la partie Vim aussi. Et le troisième pilier, c'est l'intelligence. Vim Intelligence vous aide à aller plus vite. On va parler un langage clair, vous posez une question en clair, telle que vous avez où j'ai une anomalie, qu'est-ce qui a changé, et il vous renvoie une explication, plus les actions recommandées. À la fin, résultat, moins de temps à rechercher, et plus de temps pour agir. Maintenant, on va rentrer dans le sujet concret. Premier sujet, renforcer le socle avec la Software Appliance. Donc, le premier sujet, c'est renforcer le socle parce que l'infra de sauvegarde est une cible. Lors de nombreuses attaques, ce que font les attaquants en première partie, c'est d'attaquer les outils de sauvegarde, donc l'endroit où est posée la sauvegarde, et aussi le serveur qui pilote le sauvegarde, parce qu'une fois que tout est HS, c'est bien plus facile pour eux de continuer à rentrer dans l'entreprise en sachant que vous allez pouvoir payer la rançon puisque vous n'avez aucune sauvegarde. La sauvegarde est votre dernier rempart sur les attaques ransomware. Donc la Software Appliance, c'est une approche clé en moins, un déploiement simple, un environnement préconfiguré, des cycles de vie plus maîtrisés, parce que sur les environnements Windows, on trouvait des fois des OS qui sont vieillissants, qui ne sont pas patchés. Donc là, avec le Vim Updater, on va pouvoir avoir tout ce cycle de vie bien plus maîtrisé. Le point important, c'est qu'elle est durcie selon des recommandations de sécurité. Notamment, on a utilisé les recommandations d'ISASTIG, ces 100 modèles de sécurité qui sont appliqués dans la plateforme. Ça veut dire qu'on applique les baselines de durcissement reconnus pour limiter les risques et accélérer la conformité. Résultat, on part d'un socle plus robuste dès le départ avec moins de bricolage et moins d'écart entre les environnements. Parce qu'on se rend compte que sur Windows, il y a un tel qui l'installe d'une manière, Paul de l'autre manière, Jacques qui patch, Gérard qui patch pas. Donc, ça devient vite… En fait, on se rendait compte qu'il y avait autant d'installations que d'utilisateurs. Très compliqué à maintenir et du coup à sécuriser et à réduire la surface d'attaque. Et maintenant, qu'est-ce qui change concrètement pour vous? Pour vous, avec cette Vim Software Appliance, il y a 4 bénéfices que vous allez avoir concrètement. C'est un déploiement rationalisé, donc plus rapide et reproductible, des charges réduites, puisque vous allez avoir moins de maintenance, moins de complexité, une protection complètement intégrée, donc une sécurité et la conformité embarquée, et un accès plus contrôlé. On limite les actions sensibles aux personnes. On a ajouté des rôles, des security officers qui vont valider toutes les demandes de modification sur l'infrastructure. Donc, on va avoir un contrôle de ce qui est fait sur l'infra et ce n'est pas la porte ouverte à toute modification. Au final, ça laisse plus de temps pour des sujets de valeur et ça réduit le risque opérationnel pour vous. Le deuxième sujet, ça va être renforcer la résilience des données en logique Zero Trust. David, tu veux dire un mot sur le Zero Trust? Oui, complètement. En gros, l'architecture telle qu'elle est faite du logiciel et de la solution, elle permet de coller aux principaux outils de sécurité, c'est-à-dire qu'on va venir décorréler complètement le côté data management du côté control management, donc data control. Le principe étant d'avoir une administration qui soit décorrélée, qui n'ait aucun impact en cas de perte, de façon à garantir le transport de la donnée et sa sécurité.
En fait, ce qu'on voit là, c'est que quand on parle de sécuriser le logiciel de sauvegarde et du stockage, on va plutôt parler de sécurisation en même temps de l'infrastructure. Donc, on pourra segmenter le côté administration, le côté VBR ou VSA, quand on parle de VSA, à proprement parler, du côté proxy qui va s'occuper du transport. L'objectif de ça, c'est de coller au moindre privilège en permanence. C'est-à-dire que le VBR n'a pas besoin d'avoir accès à l'ensemble des données, et ainsi que le proxy n'a pas besoin non plus d'avoir accès à l'ensemble de l'infrastructure. Ça, c'est hyper important. Et quand on considère que notre mot d'ordre, c'est le fameux 3 copies de données, 2 supports différents, dont un support hors site, voire et ou inaltérable, en fait, on comprend toute la logique de fonctionnement qui va être cette fameuse décorrélation. Donc, effectivement, zone de résilience multiple, donc 3 copies de la donnée, une production, une de sauvegarde et une copie de sauvegarde, 2 supports différents, pourquoi pas imaginer du bloc et pourquoi pas imaginer du S3 par exemple, ou après, ça va dépendre de vos besoins, de vos accords avec vos principaux partenaires. Mais l'objectif, c'est si je peux un peu décorréler mes 2 supports différents, si j'en ai un qui se fait attaquer, bah, ça permet que l'autre reste pérenne dans le temps. Pardon. La dernière partie, c'est l'inaltérabilité et le chiffrement. On peut tout chiffrer par défaut, c'est hyper important. L'objectif, c'est quoi? Bah, c'est que même dans le pire des cas où on récupère la donnée, bah, qu'on soit incapable de la lire, puisque l'important est bien qu'on ne puisse pas traiter et travailler cette donnée. D'accord? Et l'inaltérabilité, c'est, à mon sens, la seule façon de se protéger contre une attaque ransomware et de garantir que la donnée que j'y ai protégée est bien dans l'état initial lors de sa protection et je n'ai pas eu de modification. Il n'y a pas d'autre façon de faire aujourd'hui pour garantir que ma donnée est bien telle que je l'ai protégée. C'est aussi pour ça qu'on retrouve encore actuellement des gens qui utilisent la bande, parce que finalement, la bande, quand elle est mise en dehors du lecteur de sauvegarde, et je rappelle, en dehors du lecteur de bande, et qu'elle est mise dans un coffre, et ben en fait, il n'y a aucun moyen de venir modifier quoi que ce soit sur cette fameuse bande. D'accord? Donc, pour moi, tout ce qui est immuabilité est quelque part la solution clé anti-ransomware pour garantir la capacité de restauration à l'état initial de la sauvegarde. Donc, l'idée principale, c'est de faire un coffre-fort. C'est exactement ça. Qui ne soit pas attaquable ni inouvrable. Et tu penses que Arsène Lupin arriverait à ouvrir ce coffre-fort? Aujourd'hui, non, tel que c'est géré. Après, attention à ces paramètres, parce qu'Arsène Lupin avait cette capacité à trouver des failles dans la sécurité de des gens qu'il voulait gentiment spolier, nous dirons. Donc, en fait, là, c'est le même principe, c'est-à-dire quand on parle d'inaltérabilité ou ce genre de choses, faites bien attention aux configurations, bien attention aux droits que vous donnez à chaque utilisateur. Aujourd'hui, grâce à Fabrice qui s'est battu vraiment haut et fort en interne avec l'ensemble des équipes, mais surtout lui, pour pousser ce fameux airbag, bah, ça va vous permettre d'avoir des droits très, 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 très fins, du coup, et de pouvoir vraiment coller aux besoins d'en savoir et de ne pas avoir de largesse, j'ai envie de dire, et de correspondre réellement au principe du moindre privilège. Donc ça, c'est vraiment important. On a une architecture qui est dite finalement résilience, et résilience aussi d'un point de vue cyber, parce qu'elle permet réellement de segmenter les droits de chacun et les besoins d'en savoir de chacun. Après, maintenant, on va aborder le troisième sujet, parce qu'on a dit Arsène Lupin, il pouvait peut-être atterrir le coffre-fort, mais le but, c'est de détecter si Arsène Lupin, il rentre chez nous. On est bien d'accord. Donc, on va parler un peu d'alarme. Donc, du coup, on va faire l'analogie. Donc, l'analogie, c'est on va détecter plutôt, on va détecter si Arsène Lupin est rentré avant que l'incident prenne de l'ampleur. Et comment on le fait? On le fait au travers d'un outil qui est intégré dans Vim qui s'appelle Recon Scanner. Recon Scanner, ça fait de la détection proactive dans l'environnement de sauvegarde. Donc, ça va repérer des signaux d'attaque le plus tôt possible. L'objectif, c'est de collecter rapidement des éléments utiles, type des événements, des activités système, réseau, pour qualifier la situation et gagner du temps. On réduit l'incertitude où on passe plus vite de on suspecte à on comprend ce qui se passe. Et on utilise certaines méthodes comme le framework MITRE ATT&CK, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, je ne suis pas un spécialiste sécu, mais David, oui. Donc, il peut nous en dire quelques mots sur le sujet. Comment ça fonctionne très simplement? Oui, très rapidement, en fait, les attaquants utilisent régulièrement les mêmes méthodes, les mêmes softs pour venir compromettre un élément et récupérer de la donnée. Là, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un framework qui les comprend. Donc, vous avez dans ce framework, par exemple, vous allez avoir
qu'est-ce qu'on peut voir ou comment font les attaquants pour faire de l'exfiltration, faire de l'intrusion, faire de la tentative d'usurpation d'identité, etc., etc., etc. Et l'objectif, en fait, de cette chose-là, c'est de savoir quels softwares sont utilisés à quel moment. Au travers de Recon Scanner, on va être capable de détecter, du coup, d'un point de vue comportemental, si déjà les exécutables ou les binaires sont sur le poste, mais en plus de savoir s'ils sont utilisés, ce qu'ils font. Donc ça, on les remonte en interne. En fait, le framework MITRE est quelque chose de très connu dans la protection du endpoint. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le catalogue de différenciation qu'on va avoir entre les différents acteurs de la protection du endpoint. C'est-à-dire qu'ils ont tous une capacité à reconnaître aujourd'hui quel type d'attaque c'est et pour quel moment. Et en fait, nous, on est capable, au travers de Recon Scanner, de le voir en temps réel. Déjà, ce qui est important sur le VBR, mais ainsi que finalement sur l'architecture de backup avec les rôles, tous les rôles confondus. Proxy, les passerelles, les gateways, les serveurs AD. Exactement, parce que c'est quand même ça, c'est quand même hyper important. Et on l'a aussi quelque part quand on va venir sauvegarder, ce qui n'est pas le but du webinaire d'aujourd'hui, mais lorsqu'on sauvegarde, on a aussi la capacité à détecter les IOC, du coup, toujours basé sur ce même framework, de façon à les remonter en temps réel lorsqu'on protège le poste. Donc voilà en gros à quoi sert le framework MITRE et pourquoi beaucoup d'éditeurs s'attachent dessus, s'attachent à comparer ce qu'il est capable de faire ou pas. Et donc en fait, on est basé pour vous accompagner et faire que le backup rentre à 100% dans vos outils de sécurisation de votre infrastructure. Maintenant, pour être efficace en situation réelle, maintenant qu'on a collecté toutes ces informations, il va falloir ensuite les prioriser et les trier. Donc, tout remonte dans une vue unifiée, classée par gravité. Ça aide à se concentrer sur l'essentiel. On ne va pas traiter ce qui n'est pas essentiel. On peut qualifier, trier, archiver. L'objectif, c'est d'éviter d'être noyé sous les alertes, parce que souvent, quand on remonte dans des outils d'alerting, il y a masse d'alertes et on ne sait pas ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire, laquelle on traite en premier, laquelle on traite après. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut la qualifier, la trier, l'archiver. L'objectif, c'est justement de traiter ce qu'il y a en priorité et d'insister, d'aller tout de suite sur celles qui peuvent impacter vos points de restauration ou vos objectifs de reprise de plan d'activité. Ce qui est super intéressant dans le print screen que tu as pu mettre, oui, c'est qu'on voit aussi la tactique qui a été employée par l'attaquant. Pourquoi faire? Donc, on voit qu'une tactique qui est Program Execution, et c'est super important. Pourquoi? Ces éléments-là, on peut les remonter aussi dans votre SOC. Et au travers de ça, vous allez pouvoir jouer avec, de façon, vous, à pouvoir agir rapidement ou réagir jusqu'agir, puisque pour les gens qui ont un SOC, souvent, on a aussi ce qu'on appelle des playbooks pour répondre, du coup, à un type d'attaque, ou tout du moins à un type de risque. Et là, ça vous permet, vous, du coup, d'automatiser très rapidement en sachant pourquoi, comment, quel MITRE est utilisé et quel exécutable est incriminé dans ce contexte. Donc, comme tu l'as dit, ça peut remonter dans des outils du SOC. Après, le but, c'est que ces signaux qu'on collecte, là, ça ne reste pas isolé. Ils doivent s'intégrer à différents outils. Nous, par défaut, Vim, les résultats de Recon Scanner peuvent être partagés directement dans nos outils de supervision et de management de l'infrastructure de backup Vim One et dans Microsoft Sentinel via des API intégrés. Côté Vim One, on retrouve les résultats dans le Threat Center, qui est la copie d'écran que je vous ai mis là, qui nous permet de voir les jobs qui ont été exécutés, ce qui est successful, où sont les données quand on est sur une map étendue avec différents continents, les SLA de compliance, donc cette vie et cette sécurité du backup, on le retrouve là. Et on va y intégrer tout ce qui est remonté de Recon Scanner. Et côté Microsoft Sentinel, l'intérêt, c'est la corrélation, comme on dit, de mettre tout ça dans un SOC et de croiser les données de Recon avec d'autres signaux de sécurité, de pouvoir déclencher des choses derrière et d'apporter une réponse rapide. Maintenant qu'on a le socle. Pour ceux qui n'auraient pas Microsoft Sentinel, sachez qu'on est capable de réorienter quand même les logs au travers d'un syslog dans les outils que vous auriez en utilisation en production.
Là, l'avantage, c'est que c'est fait automatiquement, directement au travers de Recon Scanner au moment de la remontée. Ce qu'on serait capable de faire, c'est de passer par Vimoine, utiliser les API d'intégration des données Vimoine pour pouvoir les renvoyer facilement au travers de votre site. Donc, ce n'est pas que dans les outils Vim, c'est dans tous les outils qui se trouvent dans votre système d'information. Maintenant, on a un socle et la détection. On va passer au deuxième objectif, souvent et qui est très important parce que ça veut dire que quand on n'a pas de système d'information, on perd de l'argent. Donc, ça coûte. Et comme je dis toujours, on dit oui, mais un plan de récupération pour faire du disaster recovery, ça coûte cher. Moi, je dis toujours à des gens, pas d'oseille, pas de merveille. On n'achète pas une Ferrari avec un budget pour une 2 chevaux. Donc, réduire le temps de récupération, c'est important pour perdre le moins d'argent possible. Et donc, avec l'EDR et la restauration propre. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une feature isolée dans VDP, c'est toute une chaîne complète qui permet de durcir, détecter, restaurer, prouver. On va le voir comment après. Selon vos besoins, vous activez un socle et des capacités avancées, mais l'approche reste cohérente de bout en bout. Et le premier point de récupération, l'EDR, ça se prépare avant d'en avoir besoin. Ça, c'est classique. Ce n'est pas une fois qu'on est dans la mouise qu'on dit « Ah, comment on va faire pour redémarrer? Qu'est-ce qu'il faut redémarrer? Dans quel ordre je redémarre? Et tiens, machin, Gérard, il est là? Non, mais il n'est pas là. Ah, bah oui, il a cramé dans l'incendie, donc il n'a pas mis la doc à jour. Comment on fait? Donc, un DR, ça se planifie. Ça se planifie comment? L'IA n'est pas un plus, elle fait partie du quotidien et pour qu'elle soit fiable, il faut deux fondations, résilience des données et sécurité de la donnée. On en a parlé au début de la présentation. Ça implique de savoir où sont vos données, qu'est-ce qui existe, dans quel contexte elles sont, si on peut les exploiter tout en garantissant leur protection. Et quand on parle en ransomware, parce qu'on parle souvent incendie, inondation dans le cas de sinistre, mais celui qu'on retrouve le plus souvent et qui est devant tout le monde et qui arrive, pas qu'aux autres, qui arrive chez plein de gens, c'est l'attaque ransomware. Donc on parle de ransomware, on sait se relever d'une attaque, mais ce n'est pas comme se relever d'une panne classique, c'est complexe de se relever d'une attaque ransomware parce qu'il y a plein de choses qui arrivent quand on a une attaque ransomware. Il y a des gens qui viennent, qui posent des scellés sur votre infra, vous ne pouvez pas tout retoucher, donc il faut prévoir tout ça en amont. Il faut être capable de répondre vite après et de restaurer propre, parce que ce n'est pas le tout de restaurer, mais de restaurer quelque chose qui est pas sain va vous remettre dans la même situation que vous venez de vivre. Donc la techno seule ne suffit pas. C'est toujours, ouais, la techno, j'ai du MetroCluster, combien de fois on l'a entendu? Bah oui, mais MetroCluster, pourri à droite, pourri à gauche. Hein. Donc, la techno ne suffit pas. Pour ça, il faut aligner l'IT, la sécurité et les métiers. L'objectif, c'est un plan réaliste déjà. Il faut le tester, il faut qu'il soit compris par tout le monde, et puis exécutable. Et si on perd du temps le jour J, bah, ça devient vite une catastrophe. Donc, c'est exactement pour ça qu'on parle souvent dans un plan de reprise d'activité. Technologie, bien sûr, mais de personnes, mais aussi de processus. Si on n'a pas tout ça ensemble, s'il en manque un des trois, bah, le plan de reprise devient plus lent et plus risqué. Et justement, la question suivante, c'est restaurer. Oui, mais restaurer vite. Oui, mais comment s'assurer qu'on restaure propre? Ben, l'objectif, c'est ça, c'est de restaurer depuis un point de restauration propre et pas à l'aveugle. On ne va pas dire, bah, celui-là, il me semble qu'il est propre parce qu'on l'a… voilà, la sauvegarde, elle a bien 3 semaines, on est sûr que ben non, on n'est pas sûr parce que peut-être que le ransomware était dormant et qu'il est inscrit. Donc, dans Vim Data Platform 13, on peut d'abord vérifier les indicateurs et des drapeaux ransomware, puisqu'on a des mécanismes pour taguer les points de restauration. Ils peuvent être alimentés par un événement API externe, par un moteur de détection ou manuel dans certains cas. Quand je dis événement API externe, c'est un outil de la sécurité qui détecte cette présence et qui va, par API, demander à Vim d'exécuter un backup pour être sûr que
qu'on essaye de pallier les choses avant que ça s'empire. Ensuite, on va utiliser deux approches complémentaires. Le malware scan, c'est un moteur Vim, c'est un scan généraliste, hein, c'est la mitraillette, on va tout scanner sans faire de points de fingerpointing particulier, donc ça couvre large et on donne rapidement un niveau de confiance. Et après, on va aller un peu plus loin, on va faire le scanner Yara, c'est ce que vous voyez dans la copie d'écran là. Le scan Yara, c'est un scan ciblé avec un fichier de règles qui est choisi pour détecter des patterns précis. Dans le Yara, on va rechercher des chaînes de caractères pour retrouver la source d'un ransomware connu. J'ai un ami qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps que Yara, c'était un truc qui existait depuis longtemps, dont on se servait dans certaines types d'entreprises pour rechercher des sources, soit de numéro de sécu, soit de carte bancaire, pour être sûr que la donnée qu'on avait, il n'y avait pas de données, encore plus maintenant avec tout ce qu'on appelle les contrôles RGPD. Yara, maintenant, a été aussi appliqué sur le mode sécurité pour rechercher des patterns bien précises d'un ransomware qui serait là. Donc, on va chercher spécifiquement un truc bien précis. Donc, si besoin, on peut lancer un scan antivirus avec différents moteurs pour ajouter un contrôle selon votre standard, parce qu'on a le nôtre, mais vous pouvez aussi utiliser un antivirus du marché. Le but final, c'est choisir le point le plus récent et le plus sain pour enchaîner les tests et l'exécution des plans. Alors maintenant, on peut voir facilement comment on gère les règles Yara pour que ça soit industrialisable, parce qu'on peut écrire des règles Yara, les stocker. Donc Yara, c'est puissant, c'est très puissant, puisque ça a servi à plein de choses. Maintenant, ça arrive dans la sécu, et nous, on l'utilise pour rechercher des ransomware. Donc, ça doit être, par contre, Yara, comme je dis, c'est très puissant, mais ça doit être géré. Si on se retrouve avec des règles dispersées et des résultats incohérents, c'est vite la foire d'empoigne. L'idée, c'est de centraliser, d'importer les règles, les mettre à jour, que ça évolue constamment, choisir lesquelles s'appliquent et garder une version cohérente pour tout le monde. Résultat, des scans reproductibles, plus de confiance quand on valide un point de restauration. Et une fois les règles gérées, on voit un résultat exploitable, un rapport clair pour décider. Et voici le type de rapport qu'on va avoir. Ici, l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir un OK, c'est bon, un KO, ben non, c'est pourri. On veut un rapport détaillé pour comprendre ce qui a été trouvé sur le point de restauration. Donc, le rapport qu'on voit ici donne une vue synthétique. Puis, avec du drill and down, on descend. On va aller voir dans le détail pour voir la détection qui a eu lieu et quel point de restauration a été impacté. Ça sert à deux choses très concrètes, c'est décider. Plus vite si on valide ce point, ou on en choisit un autre, et documenter. Donc, c'est de l'investigation, de la conformité, de la justification. Pourquoi on va choisir ce point de restauration et pas celui-là. En clair, on ne restaure pas à l'aveugle, on restaure avec des éléments factuels, des choses qu'on a validées. Et maintenant, on passe de l'analyse à l'exécution, parce qu'orchestrer une reprise propre et prouvable, c'est important. Donc, avec Vim Recovery Orchestrator, qui est une brique de la Vim Data Platform, l'idée, ce n'est pas juste de restaurer, c'est orchestrer une reprise de bout en bout et de façon répétable. Et ce plan de reprise d'activité, pour être sûr qu'il fonctionne, il va falloir le tester. Donc, on va définir des plans par application avec des ordres de démarrage, des dépendances, des plateformes cibles prises en charge selon vos stratégies. Donc, en bas, vous avez toutes les plateformes qu'on prend en charge dans notre produit. Ensuite, le plan, il va s'exécuter de manière guidée, avec des étapes enchaînées, des points de contrôle, ce qui permet d'avoir le moins d'improvisation le jour J. Hein. On n'est plus dans le fun et dans le style le jour du plan. Tout est cadré, tout est éprouvé. Le mieux, c'est de repartir le plus vite possible et on n'improvise pas. Ensuite, on va pouvoir garder la preuve, puisqu'on va être capable de sortir des résultats de ces tests qu'on a fait, des rapports, et de suivre les RTO et les RPO que vous aurez définis au préalable.
Donc, ces rapports, ils ont une importance parce que déjà, vis-à-vis de votre management, vous pouvez dire, ben, voilà, j'ai testé les plans, ça marche, on respecte les RTO, les RPO, ou même pour vous, après, dire, ben, j'ai testé, j'ai une défaillance là, il faut que je corrige ces points-là. Donc, mais le premier point, c'est de fournir à votre direction et dire, bah, nous, le plan, on l'a testé, on l'a orchestré, ça marche. Donc ça, c'est très important et ça, le produit Vim Recovery Orchestrator va vous le permettre. En fait, ce que ça permet, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent, quand on parle de restauration, on parle de restauration d'une machine. L'avantage de cette option, hein, c'est d'avoir la capacité de parler d'application. Et là, du coup, on devient directement métier. Ce n'est pas parce que je restaure une VM que je restaure l'appli. Là, l'avantage, c'est d'être capable de tester la restauration applicative, voire même de laisser la main sur cette application qui aura été restaurée aux gens du métier pour la tester eux-mêmes. Donc, c'est hyper important aussi. Ça veut dire qu'on est capable de rassurer les gens du métier sur la capacité qu'on va avoir à remettre en œuvre une application telle qu'elle était juste avant la problématique qu'on a rencontrée. Donc, ouais. Donc l'idéal, c'est avec ce produit, c'est d'avoir une reprise orchestrée, adaptée aux plateformes et aux applications surtout, et démontrable et justifiable vis-à-vis de la direction. Sachant qu'il y a certaines assurances qui vous demandent aussi, est-ce que vous avez un plan de reprise d'activité? Oui, non. Et avec ce type de produit, vous pouvez justifier et fournir à votre assurance, regardez, j'ai un plan de reprise d'activité, il est testé tous les X semaines, X mois, et ce qui généralement fait aussi baisser le prix de la cyber. Complètement. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, comment on pilote tout ça? Le pilotage des tout pour éviter les surprises du jour J. Donc, ça part pour ça, c'est la résilience au quotidien. On a vu la partie incident, là on est au détour, c'est ce qui va permettre d'éviter les surprises. L'idée est simple. Si on ne suit pas ça au quotidien, on découvre les problèmes au pire moment. C'est quand il faut restaurer. Je me souviens dans une vie antérieure, avoir eu un client quand je faisais de la prestation de service, me dire « Ouais, j'ai les bandes, j'ai les sauvegardes, j'ai les bandes. » Et puis, un jour, il a eu un problème. On dit, on a les bandes. On va remettre les bandes. Mais sur les bandes, il n'y avait rien. Et la sauvegarde, il disait, OK, c'est bon. Le job, il est passé, c'est OK. Mais sur les bandes, il n'y avait rien. Et c'était la misère. Donc, comme quoi, c'est important de surveiller au quotidien et de ce qui se passe sur la plateforme. Donc, on commence par la visibilité, c'est les réponses rapides des dashboards de recherche. Sur le détour, l'enjeu, c'est simple, c'est retrouver l'info utile très vite, sans naviguer partout. Parce que quand on navigue partout, on perd du temps et le but, c'est de retrouver l'info très rapidement pour perdre le moins de temps possible et de consacrer à faire autre chose. Donc, on va s'appuyer sur 4 fonctionnalités très concrètes. La recherche globale, c'est un point d'entrée unique. En quelques secondes, je retrouve le tableau de bord, le rapport, le dossier, le widget. J'accède au plus vite à l'info clé. Donc, la recherche globale, ça marche plutôt pas mal dans Vim One. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits dans le Vim One V13, où les moteurs de recherche sont très, très rapides. Le deuxième, c'est un catalogue des tableaux de bord. Ensuite, avec ce catalogue des tableaux de bord, je parcours, je personnalise les dashboards facilement. Chaque rôle a la vue qui lui parle sans repartir de zéro. Donc, on est capable de retrouver des vues bien particulières qu'on aura définies. Après, on a un catalogue de rapports en troisième point. C'est la même logique que pour les rapports. Je découvre, je réutilise, mais je peux partager les rapports sans les recréer à chaque fois. Donc, ça permet d'accélérer l'analyse et la prise de décision. Et puis, le quatrième point, c'est l'aperçu des alertes. Et côté opération, l'aperçu des alertes permet de localiser par emplacement, on dépanne plus vite, on garde une visibilité claire. Donc, on va savoir dans les alertes où il y a un problème et à quel endroit, et ça nous permet d'agir très, très rapidement. Une fois qu'on trouve toute l'info rapidement, l'étape suivante, c'est d'aller plus loin dans l'analyse et toujours la priorisation. C'est le rôle de l'analytique embarqué, parce qu'on embarque de l'analytique dans la partie Vim One. L'analytique embarquée, ça sert à comprendre plus vite et à prioriser les actions.
Donc, sur le D2, le vrai sujet, ce n'est pas d'avoir 100 rapports, parce qu'on a 100 rapports, c'est bien, on peut même en avoir 200. Mais ce qui est important, c'est de trouver le bon en 10 secondes. Parce que quand on nous demande une information, généralement, c'est tout de suite, voire pour la veille. Exactement. Donc, les tableaux de bord et les rapports sont facilement disponibles. On ouvre la bonne vue tout de suite sans la reconstruire. Ensuite, on peut filtrer par des balises, par environnement, par application, par site, par équipe. Donc, chacun se rend compte immédiatement de ce qui se passe sur son périmètre. Et enfin, il y a les rapports populaires qui sont à portée de main, ceux qu'on consulte le plus, ceux qu'on a mis en avant, ceux qui fait gagner du temps. Et là, on standardise et le suivi, et puis on peut le partager. On peut le mettre à disposition de gens. Dès que ces rapports sont lancés, il y a une URL qui peut être donnée à des gens et qui viennent consulter en libre service les rapports. Un petit exemple de l'importance sur le D2 des rapports facilement consultables, aussi gérés par l'IA, vous pouvez mettre en œuvre. On a dans certains domaines comme le bancaire, on a des demandes de compliance pour savoir si la VM Toto a bien été sauvegardée le 14 février, par exemple. Et en fait, on va leur donner une liste de services qu'ils ont chez eux, de machines. On va leur demander si tel et tel jour, il y a bien eu la sauvegarde. Là, l'avantage de tout ce qu'on vous propose, de tout ce qui va être analytique embarqué, c'est de passer le moins de temps possible sur cette information, puisque cette information, on la possède et qu'on est capable de vous la fournir de façon très rapide. Résultat de tout ça, c'est moins de navigation, plus de clarté. On sait plus vite quoi traiter en premier. Et justement, la slide suivante, c'est on va encore aller plus loin avec une synthèse prête à lire. Ici, c'est le rapport du matin, une synthèse simple de l'état des tâches sur tout l'environnement. Premier avantage, les erreurs sont regroupées par workload. Donc, on voit tout de suite où ça coince sans parcourir une liste d'alertes interminable. Deuxième avantage, on a des recommandations contextuelles avec les liens directs pour corriger vite. Troisième avantage de ce rapport du matin, c'est les codes erreurs qui sont expliqués. Donc, on comprend plus vite et on escalade au bon endroit si besoin. On n'envoie pas au réseau si ça ne vient pas du réseau ou au stockage si ça ne vient pas du stockage. On va envoyer directement à la bonne personne ou aller voir la bonne personne sur le bureau d'à côté et disant tu peux regarder ça parce que dans mon rapport, j'ai un code qui correspond à ton entité. Au final, ça désencombre les alertes, ça sécurise le bon déroulement des opérations au quotidien. Et maintenant, quand on regarde comment ces informations peuvent être intégrées dans l'écosystème via les intégrations, on constate qu'on sait s'intégrer avec plein d'outils. On a une intégration transparente avec beaucoup d'outils d'ITSM, de sécurité, d'IT. Donc, on sait s'intégrer avec beaucoup d'outils sans changer votre quotidien, parce que je suis sûr que vous avez tous au moins un de ces outils chez vous. Donc, on sait s'interfacer avec. Donc, côté sécurité, on peut s'intégrer, par exemple, avec Palo Alto Networks, côté SIEM pour la corrélation, côté SOAR pour automatiser une partie de la réponse. Côté opération, on va s'interfacer avec ServiceNow. On transforme un signal en ticket, on suit le traitement et on va jusqu'à la remédiation. Donc, dès qu'il y a un problème, on ouvre le ticket automatiquement avec des API dans ServiceNow. En clair, on passe de je détecte, je traite sans changer vos habitudes. Il y a encore plus à venir, mais faisons un petit résumé de ce que cela signifie pour vous. On a aussi, en plus de ça, un petit résumé, c'est que la sécurité, c'est important, c'est fondamental. Pour compléter toutes ces fonctionnalités qu'on vient de voir, Veeam propose aussi une offre de service qu'on voit, la VCS, qui veut dire Veeam Cyber Secure. L'idée, c'est de rendre tout ça réellement opérationnel avec de la méthode et de l'accompagnement. On a deux niveaux dans ce service VCS. Le Foundation, c'est le socle, le cadrage, les bonnes pratiques, les vérifications, la mise en place des routines de base pour être prêt avant l'incident. Puis on a le Premium, c'est un accompagnement renforcé. Il y a un plus de suivi, plus d'assistance, davantage de support en situation critique pour accélérer
la reprise quand ça compte. Donc en clair, Foundation pour construire une base solide, Premium pour aller plus loin et encore mieux accompagner. Donc ça, pour avoir des offres VCS, il faut se rapprocher de vos intégrateurs et votre équipe commerciale Vim qui sauront vous donner toutes les informations sur cela. Donc, ce qui est important, est-ce que ça vous permet, en fait, ces offres, c'est de vous accompagner en cas de problème, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont rompus à l'exercice des attaques ransomware, qui sont rompus à négocier avec eux, avec les attaquants, qui sont rompus à tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui peut choquer, tout ce qui peut vraiment perturber, puis lorsqu'on subit une attaque ransomware, on est vraiment ultra choqué. J'étais impressionné du coup du mal que ça pouvait faire réellement aux équipes. Donc en fait là c'est vraiment pour vous accompagner dans l'assurance que les gens ont l'habitude, ils ont les bons process. Et je trouve que aujourd'hui c'est réellement important que vous ne soyez pas tout seul lorsque vous êtes dans ce genre de contexte qui est ultra défavorable. Et maintenant, on va passer aux ressources utiles avec une voix bien plus agréable que la nôtre. Ce qu'on avait dit, c'est tatatin. Tadam! Nelly. Merci Fabrice, Fabrice et David. Donc bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter rapidement les ressources utiles qui vous permettra de mieux approfondir nos solutions Vim au quotidien. Donc sur la slide suivante, ici, si vous scannez le QR code, mais de toute manière, on vous partagera la présentation dès demain. En scannant le QR code, vous avez donc le premier QR code qui concerne la Vim Data Platform et le deuxième concernant Vim Software Appliance. En scannant, donc, vous allez atterrir sur une page web dédiée sur ces solutions. Donc, comme ça, vous aurez une présentation assez succincte de nos solutions et vous pourrez aussi cliquer pour télécharger donc une clé d'évaluation afin de tester nos produits en direct. Sur la slide d'après, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus concret et factuel pour vous. C'est un site web dédié sur nos Hands-on Lab Vim qui vous permet à vous de pratiquer de manière plus approfondie nos solutions. Donc, vous avez des menus déroulants sur lesquels vous pouvez sélectionner justement soit nos solutions ou sinon use case. Par exemple, je souhaite pratiquer sur la partie ransomware, comment nos solutions Vim peut m'accompagner sur ce genre de problématiques. Donc, en mettant Use Case Ransomware, vous allez avoir une liste de Hands-on Lab disponible pour justement s'exercer sur cette thématique. Et ensuite, la dernière slide, c'est plutôt, vous avez des questions, vous souhaitez rentrer en contact avec nos équipes Vim. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est bien sûr, en tant que client, n'hésitez pas à approcher vos revendeurs. Auquel cas, vous pouvez aussi compléter un formulaire sur le site Vim. Donc, c'est contactez-nous. En remplissant ce formulaire, une personne Vim vous contactera directement. Et auquel cas, si vous avez un commercial dédié ou un système ingénieur dédié, vous pouvez aussi les solliciter. Voilà. En tout cas, si vous complétez ce formulaire sur le site Vim, pour n'importe quelle raison d'ailleurs ou besoin, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous contactera dans les 24 heures. Voilà. Du coup, juste faire un point sur la Hands-on Lab, comme l'a expliqué Nelly. Vous pouvez tester la partie, par exemple, Cyber Recovery, comment ça se met en place. J'ai beaucoup de clients, moi, qui l'utilisent, qui, plutôt d'aller jouer sur leur prod parce qu'ils n'ont pas un environnement de test à côté dédié au backup, ils disent comment je vais faire, j'ose pas toucher à la prod parce que je ne veux pas tout mettre en vrac. Les Hands-on Lab vous permettent justement de regarder comment ça se met en place. Et en plus, dans ces Hands-on Lab, vous êtes complètement guidé et assisté comment mettre la fonctionnalité. Il y a un PDF qui est joint que vous pourrez réutiliser après pour le jouer sur votre prod. Donc, c'est très, très intéressant de se connecter et de se mettre dessus. On va vérifier s'il y a quelques questions. Alors, il y a une question, excuse-moi Fabrice, il y a une question, pouvons-nous revoir la slide avec les deux QR? Super.
Tu es au top, Fabrice. Je le répète, vous aurez la présentation, elle vous sera transmise donc pour ceux qui étaient présents uniquement à ce webinaire à partir de demain après midi. Voilà. Concernant la mise à jour de la V12 à la V13 directement à partir de l'installeur, ce qui serait bien, c'est quand même pour chaque mise à jour qu'on va faire, de voir comment vous allez vous y prendre. Donc, soit de contacter votre équipe Vim locale qui vous gère, soit votre partenaire, que je ne sais pas si vous, parce que la version 12, elle est en Windows, je ne sais pas si vous allez vouloir aller en version 13 Windows, en version 13 VSA. Donc, en fait, voilà. Donc, comme il y a plusieurs, par Vim Software Appliance, donc, en fait, il y a plusieurs choses comme ça qui sont importantes. Donc, je pense que le plus facile pour vous, c'est de poser la question à quelqu'un qui pourra vous accompagner pour garantir que cette mise à jour se passe sans douleur et surtout que vous ayez celle que vous voulez, vous. Parce que si on reste factuel, passer de la V12 à la V13, si on reste dans l'ancien monde qui était le monde Windows, oui, avec l'installeur, ça se fait. Bon, il y a des précautions à prendre, il faut faire des sauvegardes de certaines choses avant. Mais comme on fait de la V11 à la V12, il y a rien qui change par rapport à d'habitude. C'est si on veut passer à la partie appliance, il y a des particularités, même en termes de licence, sur la partie Vim Software Appliance, ou si vous êtes en licence au socket, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui y sont, ça ne marche pas. Il faut passer en système Vim Universal Licence à la VUL. Par contre, si vous voulez passer de la V12 en socket à la V13 en socket, ça sera un upgrade de Windows traditionnel comme vous faisiez de la V11 à la V12 ou de la V10 à la V11. D'autres questions? A priori, non. David a répondu à un tas de questions pendant la présentation déjà. Donc, on va conclure. En passage, donc de toute manière, si vous avez des questions au courant de cette belle et douce journée, parfois ensoleillée ou pas, ça dépend d'où vous êtes en France, n'hésitez pas à les envoyer justement au travers de ce formulaire sur le site Vim. Et comme je vous le disais, vous serez contacté de toute manière par un commercial dans les 24 heures. Et si la personne, si c'est trop technique, elle sera renvoyée auprès d'un système ingénieur. Voilà. Donc ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez là aussi à tous un lien pour revisualiser ce webinaire et il est aussi disponible sur le site vim.com. Merci. Merci, on va conclure. Merci pour vos questions, merci pour votre présence. Et puis, comme l'a dit Nelly, si vous avez besoin d'aller plus loin, utilisez les contacts que Nelly vous a présentés précédemment. Et puis, on vous remercie encore une fois et on va vous souhaiter un bon appétit. Exactement. Et une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous.